Hop! Oh, bah, j'oublie. Voilà, donc bienvenue à tous. On va voir ensemble du coup comment construire un pitch mémorable. C'est ça l'objectif d'aujourd'hui. Et concrètement, en fait, quand on parle de pitch, l'idée c'est d'apprendre la recette dans un premier temps d'un pitch impactant et dans un deuxième temps de se sentir capable de construire un pitch qui va être adapté à vos objectifs parce que j'imagine que vous n'en êtes pas tous au même stade dans vos projets. Vous avez peut-être certains déjà pitchés avec plus ou moins de succès, d'autres c'est tout nouveau et vous voulez apprendre comment ça se passe. Et on verra en fait qu'un pitch, ça ne se construit pas forcément au hasard. Il y a quelques éléments qu'il faut connaître pour après pouvoir avoir plus de liberté pour construire le sien. Mais, euh, mais voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc, si jamais vous avez des questions, aussi j'en profite pendant la présentation, n'hésitez pas à écrire ça dans le chat et Nathalie pourra me dire s'il y a des questions qui arrivent, comme ça je peux y répondre au fur et à mesure. Je prendrai le temps aussi de faire quelques pauses aussi pour vérifier si tout va bien, mais n'hésitez pas entre-temps si vous avez quelque chose qui vous vient. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette présentation, il y a 4 points. Le premier, c'est les notions de base du pitch. Deuxième point sera les ingrédients d'un pitch réussi. Troisième point, c'est comment construire votre pitch. Et enfin, je terminerai avec quelques exemples, en particulier sur mon projet perso, que je vous expliquerai un peu plus à ceux qui ne me connaissent pas encore, parce que moi, je travaille à temps partiel pour Promogène, et le reste du temps, je développe mon activité de coach et formateur en gestion des émotions et prévention de conflits. Donc, je vous montrerai en fait mon exemple de pitch perso pour que ça vous inspire, pour que vous voyez un peu comment ça se construit. Et voilà. Et je vous donnerai les infos sur comment j'ai réussi à l'établir. Et voilà. Donc, voilà, Nathalie, je ne sais pas si tu veux dire quelques mots sur le projet Zoom Jeune. Oui, donc bon, il y en a qui connaissent évidemment, mais beaucoup ne le connaissent pas encore. Donc Zoom Jeune, c'est un soutien gratuit à tout développement de projet, que ce soit personnel ou professionnel. Ça s'adresse aux moins de 31 ans. Et donc ce qu'on propose, c'est un accompagnement individuel, vraiment en fonction de vos besoins. On peut vous accompagner. Alors maintenant, ce sera surtout par mail ou par téléphone. Et puis, tous les lundis, on propose de se rencontrer et de développer une thématique à travers ce webinaire. Et là, il y a le programme qui a été fait jusqu'à mi-juin. Voilà, on verra comment ça continue. Mais donc, voilà, donc on a un accompagnement collectif à travers ce webinaire et individualisé où on peut prendre des rendez-vous, échanger par mail. Et ça, je vous donnerai mon adresse mail dans le chat et celui de Sébastien peut-être aussi, si jamais vous avez des questions. Voilà. Top, merci. Mais du coup, c'est ça, et aussi pour rebondir, là, on en profite, on faisait surtout des formations en présentiel jusqu'au début du confinement, et là, on profite en fait de faire une formation et la semaine d'après, une session d'approfondissement pour ceux, par exemple, d'entre vous qui voudront préparer leur propre pitch. Ce sera l'occasion de nous le présenter si vous voulez, pour qu'on vous donne un feedback, qu'on vous aide à l'améliorer. Voilà, on en reparlera à la fin, mais juste pour vous donner l'info, c'est le type de service qu'on propose. Ouais. Et l'idée, c'est qu'il y ait des exercices pratiques, enfin, que vous puissiez pratiquer aussi et que nous l'envoyer. Ouais, Ou c'est ça, voilà. pitcher lundi prochain. Exactement. Donc voilà, concernant les notions de base pour un pitch, on va voir déjà, on va commencer par le très général et rapidement aller vers concrètement comment ça se passe. Mais c'est important déjà de se demander qu'est-ce qu'un pitch, pourquoi pitcher, en fait, dans quelles conditions, et voir aussi qu'il y a différents modèles de pitch, en fait, selon l'objectif que vous voulez atteindre. Donc déjà, un pitch, en fait, il faut savoir que c'est une présentation qui est censée être courte, impactante, et qui est là pour capter l'attention dans un premier temps. Et donc ça s'oppose à une présentation qui va être longue, floue et qui donne envie de dormir, on va dire. Et ça, c'est super important parce que souvent, ça, c'est un problème qu'on voit. C'est que quand on est face à quelqu'un, on a du mal à voir une présentation impactante qu'on a préparée. C'est pas quelque chose qui est censé se faire par pure impro. Pour pouvoir improviser et adapter son pitch à la personne en face, il faut qu'on ait quand même déjà fait un travail de préparation, avoir une formulation un peu type, standard, qu'on peut adapter à la personne en face. Mais voilà, petite info comme ça. Donc en fait, le pitch peut être effectué à l'oral, en vidéo ou être écrit. Et en général, c'est quelque chose qui dure quelques secondes à quelques minutes.
selon en fait le type de pitch sur lequel vous êtes. Et pourquoi pitcher? Déjà, comme je disais, pour attirer l'attention en quelques mots et susciter la curiosité, donner à la personne en fait l'envie d'en savoir plus sur ce que vous faites. L'idée aussi, c'est de réussir à marquer les esprits pour qu'on se souvienne de vous, que ce soit même quelques semaines ou mois après, si vous avez une présentation qui a des mots vraiment bien choisis, qui font appel à l'émotionnel, etc., qui parlent vraiment à votre cible, il y a de grandes chances qu'elle se souvienne de vous, même après avoir rencontré peut-être des dizaines de personnes en une soirée networking ou comme ça. Et surtout, pourquoi pitcher? C'est pour obtenir quelque chose, en fait. Ça, j'y reviendrai, mais quand on pitch, il faut avoir un objectif final à la fin. Enfin, quand on s'adresse à quelqu'un, ça peut être de demander de l'aide quand on lance un projet, qu'on a besoin de s'entourer, qu'on cherche un cofondateur, qu'on cherche à faire des partenariats, qu'on cherche des financements ou simplement qu'on cherche un job ou autre. Il faut avoir un objectif derrière pour faire une sorte d'appel à l'action, comme on peut dire parfois en marketing. Et donc ça, c'est souvent aussi une erreur qui revient. Donc dans les différents modèles de pitch, j'en ai identifié 3. Peut-être que vous en avez d'autres en tête. Enfin, n'hésitez pas. Mais du coup, pour moi, le premier, c'est l'elevator pitch. Pitch dans l'ascenseur, enfin, traduit mot à mot. Et ça, c'est le type de pitch de base, en fait, qui est quand quelqu'un vous demande, vous avez que quelques secondes pour faire connaissance, échanger ou quoi, c'est réussir en quelques mots à réussir à ce qu'il comprenne concrètement ce que vous faites, ce que vous pouvez lui apporter, quitte à ce qu'il vous demande après votre carte de visite ou autre et que vous recontactiez. Mais si on prend l'exemple de l'ascenseur, voilà, c'est clairement si vous êtes au rez-de-chaussée, vous allez au premier étage et vous avez quelqu'un à côté de vous, que je dis juste bonjour, il faut en quelques secondes avoir que ce soit suffisant pour que la personne sache ce que vous faites. Donc c'est là que c'est super pertinent. Et alors, juste une petite chose, Ouais, l'idéal, c'est pas que vous donniez votre carte de visite, mais que vous ayez sa carte de visite. Voilà, c'était juste pour préciser, parce que ouais, clairement. c'est super important. En fait, vous donner votre carte de visite, c'est surtout permettre d'avoir les coordonnées de la personne à qui vous pitchez ou que vous voulez intéresser. Ouais, tout à fait. Et après, ce qui vient souvent, c'est le pitch de positionnement qui vient en général après l'elevator pitch. Ça aussi, on aura l'occasion d'y revenir après, mais l'idée de l'elevator pitch, c'est qu'on n'a que quelques mots pour accrocher et présenter notre proposition de valeur. À travers le pitch de positionnement, on a un peu plus de temps de développer ce qu'on fait, donner le pourquoi aussi, partager un peu notre vision, etc. Et enfin, il y a le pitch startup. Donc ça, c'est une présentation qui est, on va dire, c'est un exercice bien particulier. En général, le but, c'est de présenter notre business model pour, par exemple, devant des investisseurs, leur démontrer que notre projet tient la route, qu'on a bien réfléchi à tous les aspects du projet, si jamais ils doivent se décider à investir dans notre startup. Donc ça, en fait, il y a des similitudes en fait entre les trois. Il y a des idées qui reviennent qu'il faut prendre en compte dans les 3 cas. Mais en fait, on va dire le pitch startup, c'est un exercice bien particulier. Et du coup, en fait, on a décidé dans cette formation, comme je vous le disais par mail, de ne pas s'attarder dessus. Mais si ça vous intéresse, si vous ressentez le besoin pour votre projet, n'hésitez pas à nous le dire maintenant ou ce soir, ou par mail après, pour qu'on voit pour organiser une prochaine formation. Parce que derrière, en fait, ça nécessite de comprendre qu'est-ce qu'un business model, comment bien le présenter, etc. Jusque-là, c'est OK pour vous? Vous avez des questions sur le programme? A priori, pas de Pas de souci, mais question. n'hésitez pas au fur et à mesure. Du coup, ouais, les ingrédients d'un pitch réussi, pour moi, il y a 3 points plus quelques erreurs à éviter en bonus. Premièrement, c'est d'être au clair sur son positionnement. On va voir ce que c'est juste après. Le deuxième, c'est de jouer sur les leviers émotionnels, rationnels et factuels. Parce qu'en fait, si on joue que sur l'émotionnel, en fait, ça a manqué de concret auquel on peut se raccrocher, de comprendre vraiment de quoi il s'agit. Si on joue trop sur le rationnel, en fait, il faut savoir que notre cerveau, 90% des décisions qu'il prend, ça se joue sur le facteur émotionnel. Et enfin, l'aspect factuel, c'est pour donner plus de poids et de crédit en fait à ce qu'on fait.
et avoir des choses, des chiffres à l'appui pour qui attisent la curiosité pour en savoir plus, on va dire. On va voir aussi du coup la règle des 3 sauts. Donc ça, c'est une méthode en fait pour rien oublier quand vous préparez votre pitch. Et du coup, je présenterai quelques erreurs à éviter quand vous le préparez ou de manière générale dans votre attitude. Donc voilà, quand je vous parlais de positionnement, donc on a fait une formation là-dessus il y a 1 mois. D'ailleurs, elle est dispo dans le Drive, donc si vous n'avez pas accès, n'hésitez pas à demander, on pourra vous le donner. Et en fait, j'explique, ça c'est une slide que j'ai reprise de cette formation, qui explique que le positionnement, en fait, c'est d'une part la définition d'une cible. Une cible, en quelques mots, c'est une population qui fait face à des enjeux et des problématiques comparables et qu'on peut regrouper selon différents critères. D'ailleurs, un outil classique, c'est le buyer persona qu'on peut compléter, qui est en fait le profil type de notre client idéal ou de la cible à laquelle on s'adresse. Donc, c'est d'une part des données démographiques, l'âge, le sexe, le statut, marié, célibataire, etc. C'est aussi le type d'emploi, ça peut être le niveau de revenu, etc. Mais au-delà de ça, en fait, c'est quels sont ses rêves, ses valeurs, ses aspirations, quels sont les objectifs que notre cible a au quotidien, auxquels elle fait face. Ça regroupe plein de choses et c'est super important en fait déjà d'être au clair sur notre cible pour savoir en fait quels arguments on va proposer pendant notre pitch. Hop. Deuxièmement, c'est la proposition de valeur. Donc en fait, quand on parle de cible, c'est aussi derrière, on a identifié quelles sont ses difficultés, quels sont les problèmes qu'elle rencontre au quotidien. Et derrière, à travers notre proposition de valeur, c'est quel produit ou service on va proposer qui répond à un besoin spécifique de notre cible. Et dernier point, en fait, pour avoir un positionnement clair, c'est en fait quand on a une adéquation entre un produit-service et un marché en apportant une approche unique. Ça, j'y reviendrai aussi, mais c'est par exemple pour répondre à un problème précis. Par exemple, dans mon cas, si je fais de la gestion du stress ou des émotions, il y a 10 000 techniques qui existent pour gérer son stress. Donc, comment est-ce que je me différencie et à quel type de profil je m'adresse? Si je m'adresse à des particuliers, ce ne sera peut-être pas les mêmes arguments que je vais mettre en avant que si je m'adresse à des professionnels. Donc, on voit que pour un même problème qui est le stress, on peut avoir plein de combinaisons possibles de positionnements différents. Ça, déjà, est-ce que c'est OK pour vous? Parce que c'est un truc assez important, pour ceux qui n'étaient pas là à la formation surtout. Ça a l'air d'être clair. OK, top. De toute façon, on vous ajoutera dans le dossier du Google Drive. On prendra vos coordonnées pour ceux qu'on n'a pas encore accompagnés jusqu'ici. Ou en tout cas, on vous donnera les nôtres et vous nous enverrez vos coordonnées. Voilà, après aussi, de toute façon, à la fin, on proposera une session de questions-réponses pour répondre à tout, si jamais vous en avez. Hop. Et voilà, aussi pour illustrer ça, par rapport au pitch, pour faire le lien entre le pitch et le positionnement, c'est que pour créer un pitch qu'on dit inoubliable, en fait, il y a 2 axes différents. Il y a déjà le positionnement et la personnalité, en fait, l'énergie et la motivation qu'on va mettre dans cet exercice-là de présentation. Et en fait, si on a un positionnement qui n'est pas clair, on va avoir forcément un pitch qui va être brouillon, un peu trop lent et qui ne va pas forcément intéresser la personne en face de nous. À l'inverse, si on a très bien défini notre positionnement, on aura beaucoup plus de chances de préparer un pitch qui sera simple et concis. Je regarde vite fait. Oui, vous pourrez voir ça. On vous donnera les accès. Vous pourrez revoir ça sans souci. Ouais. Et de l'autre côté, en fait, niveau personnalité, là, vous avez, pour prendre 2 opposés, c'est est-ce que je récite en fait mon pitch ou est-ce que j'y mets, comme je disais, ma passion, mon énergie. Et d'un côté, on peut avoir un discours qui va être plat ou rayonnant à l'inverse. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Si on met énormément d'énergie, de passion dans ce qu'on raconte, mais que c'est pas du tout clair, on va avoir
un peu, on va être un peu dans le cas de l'artiste incompris. Si à l'inverse, on a un positionnement clair, mais qu'on met peu d'engagement et d'énergie, on va être plutôt de l'ordre d'une plaquette commerciale qui explique bien un produit, mais au final qui va avoir du mal à susciter de l'émotion chez la personne. Si on n'a aucun des deux, ben là, on sera sur un monologue ennuyeux. Et si jamais si on combine un bon positionnement et qu'on a une personnalité suffisamment unique, c'est là qu'on va pouvoir créer un pitch inoubliable. OK pour vous sur ça? Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas au fur et à mesure. Donc ça, en fait, ce schéma, c'est David Venin, c'est un entrepreneur que je suis, qui le présentait. Je trouvais super intéressant de garder ça en tête parce qu'en fait, c'est pas seulement une question de bon choix des mots, il y a aussi vraiment cette notion de qu'est-ce qui nous rend unique et quelle énergie on va mettre dans notre pitch. Voilà, du coup, on va passer maintenant sur les leviers émotionnels, rationnels et factuels. Alors, en fait, ça c'est, encore une fois, je m'inspire d'une présentation et d'une personne qui fait du visual storytelling. Donc, je ne sais pas si ça vous parle un petit peu le storytelling, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. C'est l'art de raconter des histoires. Et lui, il explique en fait que pour raconter des bonnes histoires, et c'est souvent ce qu'on fait d'ailleurs quand on pitch, il y a la notion de dire la vérité. Quand dire la vérité, c'est en fait par rapport à notre vision du monde, c'est-à-dire par rapport à notre intuition, ce qu'on pense qui est vrai, par rapport à ce qu'on pense également, et par rapport aussi aux informations, aux chiffres qu'on trouve qui vont appuyer ce qu'on dit. Donc en fait, derrière cette notion de dire la vérité, c'est peut-être pas le plus pertinent, mais c'est pour dire que quand on raconte quelque chose, quand on essaie de convaincre, il y a vraiment ces trois leviers-là qui rentrent en compte. Et il faut être juste et sincère par rapport à votre démarche et à ce que vous dites. Que Ouais, soit c'est ça. ce que vous faites soit en adéquation avec ce que vous pensez, ce que vous vivez, vous ressentez. Et pour une très bonne raison, c'est que en fait, si vous n'êtes pas sincère en fait sur votre message, il y a de bonnes chances que ça se ressente par la personne en face. Et, en fait, sur le plan émotionnel, ça va coincer parce qu'il y aura pas, enfin, l'intuition de la personne en face de vous sera pas forcément bonne vu qu'elle va peut-être sentir, enfin, ça peut-être je rentre un peu trop dans le détail, mais on fonctionne beaucoup l'être humain par neurones miroirs en fait. On capte les émotions, les ressentis de l'autre. Donc si c'est un peu dissonant de votre côté, il y a des chances que ce le soit aussi sur la personne en face. Donc voilà, petite précision comme ça. Et donc en fait sur l'aspect émotionnel, il y a vraiment derrière l'idée de tout ce que je ressens, quelles sont mes convictions, ma sensibilité par rapport à un problème, par rapport au problème que j'essaie de résoudre, par rapport au service que j'apporte, etc. Il y a sur le rationnel, c'est de dire ce qui est logique de penser. C'est en gros tous les arguments concrets qu'on peut trouver pour convaincre la personne. Et factuel, c'est vraiment tout ce qui va être mesurable. Donc, je parlais de chiffres, c'est le plus simple. C'est parler en dates, etc. Un maximum de références que vous pouvez avoir. Donc ça, comme je disais, c'est un extrait d'une formation qui avait eu lieu chez Zoom Jeune par Allez Listens. Et donc, je vous ai mis, quand vous regarderez la présentation, vous pourrez cliquer tout simplement ici et avoir accès à la présentation en fait, qu'il avait faite, qui explique un peu plus le visual storytelling. Il y a pas mal d'infos complémentaires à ça. Et de toute façon, tous ces éléments-là, émotionnel, rationnel, factuel, je prendrai le temps de un peu plus le développer pendant la présentation. Comme ça, vous aurez concrètement des idées de à quoi ça ressemble, comment on peut argumenter et préparer un pitch avec ces trois éléments-là. Maintenant, je vais passer à la règle des trois sauts. Donc ça, en fait, c'est l'idée, c'est une méthode qui vous permet, qui vient apparaître de la même formation, que je trouvais super intéressante parce que ça vous permet d'éviter d'oublier des choses essentielles à votre présentation. Quand on parle d'un pitch startup ou d'un pitch positionnement un peu plus court, il y a trois grands éléments. Il y a déjà le sujet qu'on traite, c'est-à-dire la cause qu'on défend, le type de problème qu'on résout. Il y a moi autour de cette thématique, qu'est-ce que j'ai envie de partager par rapport à mon vécu, par rapport à ce problème-là. Qu'est-ce que voilà, je peux faire. En gros, ça revient à la slide d'avant, c'est comment je fais pour me rendre unique par rapport à ce problème-là en particulier.
Et enfin, le public, c'est qu'est-ce que je voudrais que mon public change. Ça, c'est en gros quel est l'objectif de mon pitch quelque part. Comme je vous disais, ça peut être que j'ai envie qu'elle change sa façon de voir les choses, essayer de la convaincre que peut-être qu'elle a agi d'une certaine façon jusqu'à aujourd'hui et par mes arguments, lui faire comprendre que il y a une autre façon d'agir ou de se comporter pour avoir plus de conscience environnementale, par exemple, et du coup lui donner envie de s'impliquer dans mon projet. Ça peut être le fait aussi de faire prendre conscience qu'il y a un besoin sur un projet en particulier, que la personne doit du coup m'aider et investir dans mon projet, ou alors tout simplement convaincre la personne qu'elle vit un problème aujourd'hui et que si elle me fait confiance et qu'elle adhère à mon approche, à mon message, elle peut résoudre son problème. Donc encore une fois, c'est l'idée de faire changer de perception, la perception par rapport à un problème ou faire changer les actions. Donc pour détailler un petit peu plus, par rapport au sujet, en fait, donc désolé pour la slide, il est espagnol et du coup il y a un peu de franglais par-ci par-là, mais voilà, vous comprendrez, je pense, l'essentiel. C'est du coup pour le sujet, ça va être quelles sont les idées, les données, les anecdotes qui vont renforcer le message concernant le problème en question. Par rapport à moi, je peux partager du coup ma vision, ma mission, toutes les prises de conscience que j'ai eues par rapport au problème, tous les problèmes que je rencontre par rapport à la création de ma startup et sur lesquels les gens peuvent m'aider, ce genre de choses. Et par rapport au public, en fait, c'est vraiment cerner, comme je disais, un peu l'idée du persona, les aspects démographiques, leurs aspirations, leurs objectifs, etc. pour vraiment essayer de comprendre ma cible et créer un message qui va leur parler, qui va résonner chez eux. Donc ici, vous avez quelques idées de points que vous pouvez prendre en compte pour votre pitch. Et du coup, il donnait l'exemple de Dropbox. Imaginons que je suis le créateur de Dropbox et que j'en suis qu'à l'état de prototype et que je veux convaincre des investisseurs. Donc l'idée par rapport au sujet, ce sera d'expliquer en gros qu'est-ce que c'est, quelle est la problématique du stockage des données, etc. Que ça peut être risqué de stocker sur un ordinateur physique s'il lâche, que ça peut être pas très pratique pour partager des données ou avec des collègues, etc. Également que ça peut aussi bien aider le monde, le grand public que le monde professionnel. Par rapport à moi, je peux leur dire que voilà, je suis un expert, que je maîtrise mon sujet, mais mon problème pour mettre ça en place, c'est que ça coûte énormément d'argent de mettre en place des serveurs pour le stockage des données, que c'est pas quelque chose que je peux tester avec mes finances personnelles, donc j'ai besoin d'argent. Et du coup, par rapport au public, en fait, qui se font être des investisseurs qui ont de l'argent, c'est de leur faire prendre conscience que le cloud, c'est le futur, et qu'en fait, ils ont la clé du futur entre les mains à travers, grâce à l'argent qu'ils peuvent financer, qu'ils peuvent investir dans ce projet. Et donc, c'est comme ça, en ayant ces trois grands axes, qu'on va pouvoir construire un pitch en utilisant, du coup, comme je disais, des éléments émotionnels, rationnels et factuels pour appuyer notre message. Ça, est-ce que c'est OK pour vous? J'en profite, je bois un peu d'eau en même temps. Donc voilà, encore une fois, ça c'est vraiment utile pour vous si vous ne savez pas vraiment. Ça peut vous aider aussi à vous poser les bonnes questions. Déjà, si vous avez du mal à identifier quel est le sujet ou la problématique que vous traitez, vous, qu'est-ce que vous pouvez mettre de votre vécu ou de votre expérience, ou que vous avez du mal à cibler votre public, ça vous donne déjà des indices que voilà, il y a peut-être à retravailler votre positionnement. Et du coup, regardez la présentation qu'on avait faite il y a quelques temps pour préciser tout ça. Alors, il y a 5 questions que vous pouvez vous poser aussi par rapport à ça. C'est qui, quand, quoi, où, comment et pourquoi. Et surtout pourquoi. Pourquoi vous faites ça. Et voilà, en ça, je vous donnerai une structure aussi qu'on rajoutera dans le dossier. Ouais, merci. C'est vrai que c'est une bonne méthode pour, encore une fois, essayer de ne rien oublier quand on prépare son pitch, quand on veut passer un message. Alors, tous les éléments en tête qui peuvent appuyer ce qu'on dit et convaincre notre audience. Donc voilà, par rapport aux erreurs à éviter, donc j'en ai listé 5
Il y en a certainement d'autres, mais c'était les principales que j'ai identifiées. La première, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Et ça, souvent, c'est le problème quand on a un message qui va être un positionnement assez clair, mais qu'on va avoir du mal en fait à s'impliquer dans le message qu'on essaie de passer par peur de se faire juger par d'autres personnes ou par peur de déplaire à certains. Et en fait, quelque chose qui est contre-intuitif, c'est que c'est bien connu en marketing, mais plus on arrive à polariser en fait une audience, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens, soit qui nous détestent, soit qui nous adorent, c'est là qu'on va avoir les meilleurs résultats, soit pour faire des ventes, soit pour réussir à convaincre. Parce que si vous avez un projet intéressant, qui a l'air utile pour la société, qui a l'air d'être bien construit, tout ça, mais qu'au final, l'investisseur, si vous avez besoin d'argent, par exemple, il n'a pas senti de feeling plus que ça, il va se demander pourquoi j'investirais dans ce projet plutôt qu'un autre, sachant que voilà, c'est super important l'exécution du projet. Il va peut-être, même s'il a vu 50 projets dans la journée, se retenir des personnes, des personnalités les plus rayonnantes, comme je disais tout à l'heure. Et à l'inverse, il y a peut-être des investisseurs qui vont détester votre personnalité et qui investiront jamais. Mais c'est pas grave en fait, parce que le but c'est de vraiment plaire à ceux qui auraient le potentiel d'investir dans votre projet ou de prendre vos services, on va dire. Une autre erreur, c'est le fait de parler de soi quand on se présente. Donc là, en fait, c'est l'idée de dire, voilà, mon projet, c'est ça, ça fait tant d'années que je travaille dessus, expliquer toutes les étapes de développement, etc., sans essayer de vraiment comprendre, d'essayer de l'adapter à la personne en face de soi. Et parce qu'en fait, ça va ennuyer la personne, certainement. Donc je mets un petit bémol, c'est dans le cas du storytelling, où en fait, on va parler de soi en lien avec le projet. Et donc là, ça peut amener, comment dire, ça peut vous amener une légitimité par rapport au projet que vous portez, parce qu'on voit que ça a du sens, on comprend d'où vient l'idée de base, etc. Mais voilà, c'est l'idée pour faire la nuance, éviter de parler de soi sans faire attention au fait que ça intéresse l'autre. Mais si on parle de soi, faire en sorte que ça serve notre message et que ça le soutienne, quoi. Oui, et ce serait le pourquoi vous faites ce projet, pourquoi ce projet vous tient à cœur, pourquoi voilà, vous Ouais, l'aimez. c'est ça, voilà. Ok, une autre erreur à éviter, c'est de se prendre trop au sérieux. Donc voilà, n'hésitez pas, si c'est votre personnalité, de faire des blagues, n'hésitez pas que ce soit trop hard ou quoi, mais en restant soft, essayer de détendre le pitch, etc., pour que, encore une fois, amener de l'empathie par rapport à vous et que les gens aient un bon feeling en fait quand ils entendent votre pitch. Quatrième erreur, c'est d'utiliser du jargon, et ça on verra en fait dans la construction du pitch. C'est que surtout dans les premières secondes où vous présentez votre projet, en fait vous n'avez vraiment pas besoin de rentrer dans les aspects techniques du projet. C'est surtout en fait de faire comprendre l'idée générale et d'essayer de convaincre que c'est important pour la personne en face de vous, pour essayer de la faire passer à l'action en fait. Et voilà, quand je disais passer à l'action, c'est qu'elle investisse, qu'elle veuille rejoindre votre projet, etc., peu importe. Mais c'est du coup essayer vraiment de bannir le jargon, tous les termes techniques que seuls vous connaissez, parce que forcément, ça fait pas mal de temps que vous travaillez sur votre projet. Essayez de bannir ça, parce qu'en fait, ça dessert votre message clairement. Et voilà, et aussi une nuance par rapport à ça, par contre, c'est que parfois on dit que votre projet il doit être compris par un enfant de 3 ans. Mais moi, je ne suis pas super d'accord par rapport à ça. Je dirais que votre projet il doit être compris par votre client idéal, en fait, ou votre cible idéale. Si votre cible, elle a un problème et qu'elle n'arrive pas à mettre de mots dessus, dans ce cas-là, adaptez votre message. Si vous vous adressez, par exemple, à des gens qui sont développeurs informatiques, qui connaissent du langage technique, dans ce cas-là, utilisez du langage technique qui est dans leur vocabulaire de tous les jours. C'est vraiment à vous de vous adapter, mais voilà, quand je dis éviter le jargon, c'est quand votre expertise est trop technique par rapport à la cible à qui vous adressez. Ça, voilà, j'espère que c'est clair par rapport à ça. Et dernier point, c'est donc une erreur, c'est de ne pas définir d'objectif pour son pitch.
Donc ça, voilà, j'ai déjà pas mal insisté là-dessus, mais c'est quelle est la finalité en fait? Quand vous présentez votre projet, comment est-ce que la personne en face de vous peut vous aider? Il faut que vous ayez déjà une idée en fait des possibilités, que ce soit en investissant ou autre, quoi. Parce qu'en fait, vous allez construire votre pitch quelque part autour de cet objectif-là. Tout votre argumentaire va découdre de cet élément-là, quoi. Voilà, donc je vais arriver sur la partie comment construire son pitch. Donc pour moi, en fait, un pitch, il y a 3 grandes phases. Donc je parle bien du pitch, de l'elevator pitch et du pitch de positionnement. On va voir ça ensemble. Ces 3 phases, c'est justement la présentation personnelle, le pitch de 20 secondes et le pitch 90 secondes. Et concrètement, en fait, ces 3 phases, elles s'articulent comme ça. On peut avoir une présentation personnelle qui va du style « j'aide telle cible à atteindre tel résultat ». Ça, c'est un truc très basique, mais très efficace aussi. En même pas une dizaine de mots, vous pouvez avoir quelque chose qui va permettre de comprendre quelle est votre proposition de valeur. Et ça peut être l'occasion, comme je disais, vous êtes dans l'ascenseur, vous vous présentez, enchanté, et je me présente Sébastien, j'aide telle cible à tel truc, si vous êtes dans une relation professionnelle ou autre. Et, donc ça, je dirais que je l'ai mis entre parenthèses parce que c'est situationnel en fait. Si vous êtes par exemple dans un événement de networking ou autre, ça va être qu'on a un peu plus le temps en fait de se présenter ou quoi. Quand on a une question du type qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel est ton projet, là on peut utiliser ce qu'on appelle le pitch 20 secondes, qui est la présentation personnelle mais un peu plus complète. Je vous présenterai ça juste après. Dans un deuxième temps, en fait, c'est quand on a réussi à capter l'attention via le pitch de 20 secondes. Le but, en fait, dans ce pitch 20 secondes, ça, je ne l'ai pas trop dit, mais c'est pas de tout expliquer, tous les détails du projet, etc. C'est vraiment, en quelques mots, que la personne comprenne de quoi il s'agit, qu'est-ce que ça peut lui apporter, et en fait, d'être assez polarisant aussi, comme je disais. Soit vous avez en face de vous quelqu'un qui est dans votre cible, qui sera intéressé d'en savoir plus, et il va vous le demander. Soit c'est pas le cas et vous le verrez aussi, il va pas vous demander, et dans ce cas-là, c'est pas la peine de rentrer dans un monologue qui va pas l'intéresser au final. Et donc après, vous pouvez très bien rebondir, soit vous intéresser à vous, soit voilà, faire un petit échange et passer à autre chose, et passer à une autre personne. Là, je parle en particulier dans les événements de networking, parce que souvent, si on veut maximiser comment dire, le temps qu'on investit dans ce type d'activité, ben voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il faut essayer d'avoir en face de soi des personnes qui vont être un maximum intéressées par ce qu'on fait. Ou Et qui, par en rapport tout cas, peuvent vous aider, que ce soit les bonnes personnes. Voilà. Soit ça Ouais, les c'est ça. intéresse ce que vous faites, soit elles sont dans la capacité de répondre à vos besoins. Mm. C'est leur domaine de voilà, compétence ou passion. Ouais, soit ça peut être des clients potentiels pour vous, soit ça peut être des futurs partenaires potentiels, enfin, peu importe l'objectif que vous avez derrière. Et du coup, ça veut aussi dire que vous pouvez très bien avoir plusieurs pitchs qui vont s'adapter aux différentes cibles que vous avez en face de vous, quoi. C'est tout à fait possible selon voilà, le type de situation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes en prospection téléphonique pour trouver des clients, vous aurez de base pas du tout le même pitch que si vous cherchez des investisseurs pour votre projet, quoi. C'est deux choses radicalement différentes. Et donc le pitch 90 secondes, ce sera présent à ça, j'ai oublié de modifier. Et c'est en fait une présentation qui va permettre à la personne en face de vous de comprendre l'intérêt d'une part, mais surtout d'essayer de la convaincre du fait qu'elle a besoin de votre solution ou qu'elle a besoin de s'impliquer dans votre projet en investissant ou autre. C'est ça vraiment l'objectif, mais même à ce stade-là, l'idée c'est de rentrer le minimum dans la technique, juste d'aider les prises de conscience, comme je disais un petit peu tout à l'heure. Et donc là, l'objectif, c'est d'avoir la question et concrètement, tu fais comment, ou concrètement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Et là, vous pouvez proposer un rendez-vous qui pourrait être d'une durée d'une demi-heure ou autre. Ça, c'est à vous de voir. Ou quand je disais rendez-vous, parce que c'est le truc le plus évident qui me venait en tête, mais ça peut très bien être aussi de lui envoyer le lien vers un site
avec une plateforme pour investir dans une plateforme de crowdfunding pour investir. Peu importe en fait, c'est à vous de voir ce qui fait sens pour votre projet. C'est aussi le call to action à ce moment-là, Sébastien. Ouais, exactement, voilà. Quand je parlais de call to action, c'est exactement ça. C'est nous, notre objectif, c'est que la personne, elle nous pose une question particulière et que nous, on l'oriente en fait, on lui donne la possibilité de faire une action précise, que ce soit de programmer un rendez-vous, d'acheter un produit qu'on vend sur notre site internet, d'investir, peu importe. C'est ça le call to action, effectivement. Qu'est-ce qu'il peut faire pour vous, quoi? Vous devez Ouais, c'est ça. expliquer concrètement et clairement ce qu'il peut faire pour vous. Ouais, exactement. Voilà, donc ça, j'espère que c'est clair pour vous. Sinon, vous pouvez poser des questions. Et là, maintenant, en fait, je vais rentrer dans chaque étape du pitch pour vous décomposer ça et vous expliquer comment ça se construit au final. Donc, pour la présentation personnelle, je vais vous donner 2 variantes. La première, c'est j'aide telle cible à atteindre tel résultat. Là, on peut lui donner un indicateur de résultat concret si on le peut. Par exemple, si on aide des dirigeants de PME à réduire les impôts qu'elles payent à la fin de l'année de 30%. C'est un chiffre qui est impactant, qui est puissant en fait. Et on peut compléter la phrase en mettant une objection qu'elle éviterait de rencontrer. Par exemple, c'est sans se prendre la tête avec les aspects juridiques. Quelque chose comme ça, si on a un service qui permet de faire le service à la place des dirigeants d'entreprise, ça peut être une option. Donc pour vous illustrer ça, en fait, j'ai pris mon cas à moi par rapport à l'activité que j'ai chez Promogène, et Zoom Jeune en particulier, c'est que j'aide les moins de 31 ans qui ont envie d'entreprendre à valider leur idée de projet en 3 semaines sans investir d'argent au démarrage. Donc là, on voit bien, la cible, c'est les moins de 31 ans qui ont envie d'entreprendre. Le résultat, ce serait de les aider à valider leur idée de projet en 3 semaines. J'ai rajouté un indicateur qui est assez arbitraire au final, mais c'est que si la personne est impliquée, je peux l'aider en 3 semaines à concrétiser son idée de projet et sans investir d'argent au démarrage, parce que je me dis que ça peut être une objection quand on démarre, qu'on a une idée de projet, mais qu'on n'est pas forcément qu'on n'a pas assez maturé pour vraiment se lancer, c'est éviter de perdre de l'argent sans avoir de certitude. Ça pourrait être aussi sans avoir à quitter son travail actuel ou ses études, peu importe. Mais voilà, j'espère que vous comprenez l'idée, c'est d'avoir ces 4 ingrédients-là pour formuler une promesse en à peine 2 lignes qui vous permet de comprendre très clairement ce que je peux vous apporter. Et après, en fait, si vous me demandez « Ah, mais concrètement, tu fais comment ça se passe exactement ?» Là, je peux vous expliquer un peu plus en détail pourquoi c'est déjà super important de valider son idée de projet et comment on peut faire en quelques étapes, en général 3 étapes, comme je vous montrerai après. Quelque chose de très clair qui vous donne envie d'aller plus loin et par exemple, de planifier un rendez-vous avec moi pour qu'on commence à travailler dessus. Ça, c'est OK pour vous? Je sais pas, Nathalie, est-ce que c'est clair pour toi ou tu as des trucs à rajouter là-dessus Non, pour moi, c'est clair. OK. Donc là, une variante que j'aime bien en fait et qui marche aussi super bien. Je pense que d'ailleurs, ça peut peut-être plus s'adapter à la plupart d'entre vous. C'est j'aide telle cible à atteindre tel résultat pour obtenir tel bénéfice grâce à ma proposition de valeur unique. Donc ça, en fait, on retrouve tous les ingrédients du positionnement. C'est la cible, quel résultat elle veut avoir. Le bénéfice, ça peut être, par exemple, c'est par rapport à sa vision, à sa mission, etc. Comment on l'aide à se rapprocher de ça, ou par rapport à un mieux-être. Et grâce à ma valeur unique, c'est là qu'en fait, c'est le dernier ingrédient du positionnement, c'est qu'est-ce qui me différencie de mes concurrents, qu'est-ce qui me rend unique sur le marché. Et donc un exemple par rapport à ça, c'est au lieu de dire je suis graphiste indépendant, je pourrais dire j'aide les TPE à créer une identité visuelle unique pour les rendre inoubliables aux yeux de leurs clients grâce à un processus original et ludique de co-création. Donc là, en fait, pareil, vous avez en quelques lignes seulement
l'idée clé de ce que je peux apporter à telle personne, pourquoi c'est important pour elle et comment je l'aide à y arriver en fait. Sans rentrer dans le détail de la technique, je lui laisse juste l'envie en fait d'en savoir plus. Ah mais qu'est-ce que c'est ce processus de co-création? Comment ça se passe, etc. Ça aussi du coup c'est bon pour toi Nathalie? C'était clair ou Ok. Du coup les autres pareil, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions entre-temps. Toujours pareil. Donc maintenant, on rentre sur le pitch de 90 secondes. Donc là, c'est un petit peu plus complexe, on va dire, un peu plus structuré. En fait, il y a plein de possibilités et c'est à vous un peu de composer selon ce qui fait sens pour votre projet. Mais déjà, ce que je vous conseille, qui n'est pas indispensable, mais c'est de demander l'autorisation à la personne de lui présenter le projet, en fait. Souvent, elle vous a dit « Ah, mais est-ce que je pourrais en savoir un petit peu plus ?» Elle vous a déjà autorisé quelque part, mais le fait de dire ça, ça a un intérêt, c'est que si on lui demande si elle a 1 ou 2 minutes de plus pour qu'on lui explique le projet, déjà, elle vous revalide son intérêt. Et d'autre part, ça lui donne l'indication indirectement qu'on ne va pas faire un monologue de plusieurs minutes pour lui expliquer le truc. Ça va être vraiment timé, en fait, et ça va faire que la personne va mettre vraiment toute son attention pendant ce laps de temps et sera le plus attentif possible, en fait. Donc ça, c'est vous qui le sentez. Si vous voulez sauter cette étape, c'est à vous de voir, c'est pas indispensable, mais je vous le recommande. L'étape 2, en fait, donc c'est justement, comme je disais, de faire prendre conscience d'un problème et de convaincre la personne. Donc c'est là, en fait, qu'on va essayer de s'appuyer sur les leviers émotionnels, relationnels et factuels. Donc ce qui marche super bien, c'est le storytelling. C'est votre histoire personnelle, la situation que vous avez vécue vous-même ou que votre cible vit en fait. Vous pouvez prendre aussi le cas concret d'un des clients que vous avez déjà eu. Ça marche super bien. L'idée, c'est que les personnes s'associent soit à votre histoire, soit à l'exemple que vous donnez, pour que ça leur suscite des émotions et qu'ils se sentent concernés en fait un maximum. Ensuite, la deuxième étape, donc ça, le storytelling, je vais vous expliquer un peu après comment ça se construit, et je vous donnerai aussi un exemple. Mais voilà, ça c'est premier point sur l'aspect émotionnel, c'est super puissant. Deuxièmement, vous pouvez utiliser un dicton ou un adage qui commencerait par tout le monde sait que, ou alors on dit que, ou alors la plupart des gens savent que. Et là, on va essayer de s'appuyer sur un raisonnement logique, etc., pour donner des idées ou des concepts qui sont du bon sens en fait. Donc là, on va du coup appuyer ce qu'on racontait au niveau émotionnel avec un aspect plus rationnel. Et on peut terminer en fait par des chiffres, des statistiques, et là utiliser du coup des éléments factuels pour crédibiliser en fait tout ce qu'on a dit avant et montrer qu'en fait voilà c'est un problème qui compte, qui est important à régler, etc. Donc une fois que cette étape 2 est terminée, c'est là que on passe à la dernière phase qui est d'ouvrir vers une solution en donnant en fait des étapes à suivre. Donc moi je vous conseille de cibler 3 étapes. En fait, c'est le chiffre 3, c'est un chiffre un peu magique en fait. Le cerveau il aime bien et que ce soit en marketing ou dans plein de situations, vous verrez souvent ce chiffre qui fonctionne bien en fait. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais au niveau du cerveau c'est assez pertinent. Et donc aussi, vous pouvez dire du coup premièrement, pour résoudre ce problème, il y a 3 grandes clés à connaître. Premièrement, il faut faire ça, deuxièmement ça et troisièmement ça. Et l'idée, c'est aussi de dire, quand on liste les 3 éléments, c'est, comment dire, indirectement, on indique à la personne qu'on arrive à la fin, en fait. Il n'y a que 3 dernières choses qui arrivent, donc il faut qu'elle soit bien attentive, et après, c'est terminé, quoi. Encore une fois, c'est un truc un peu inconscient, c'est pour que la personne maintienne son attention et avoir un maximum qu'elle garde son attention jusqu'à la fin. Voilà, je me répète un peu, mais vous avez compris. Et du coup, ton call to action, tu peux le diviser en 3 parties? Alors en fait, le call to action, il ne sera même pas ici. Le call to action, ce sera seulement selon la réponse de la personne. Parce que là, après qu'on lui ait fait tout ce pitch de 90 secondes, la personne, elle va dire « Ah oui, c'est intéressant, pas mal, je sais pas quoi ». Ou alors on dit « Ah ben merci, qu'est-ce que tu as trouvé intéressant, etc. » Ou alors « Est-ce que tu te sens concerné ?»
Et on attend en fait, ou alors d'elle-même elle va dire ah mais c'est top, comment je peux faire pour atteindre tel résultat, c'est quoi la suite, comment ça se passe concrètement. Et c'est à ce moment-là qu'on va lui donner le call to action en fait, tu vois. Ok. Jusque-là en fait, on fait que essayer de lui faire une prise de conscience et lui montrer un peu le chemin à parcourir, lui donner une direction pour atteindre son objectif, ou en tout cas pour aller dans le sens de notre projet. Et après, c'est à elle, en fait, de l'aider à se positionner sur cette idée-là, quoi. Soit elle va dire, elle s'en fout, elle va dire, ah oui, c'est intéressant, juste pour vous faire plaisir, quoi. Soit vraiment, ça ne l'intéresse pas, elle va vous le dire aussi. Soit ça l'intéresse, elle va vous le dire aussi dans ce cas-là. Et c'est à vous de rebondir, en fait, en essayant d'amener une proposition derrière, quoi. Et qui peut être, voilà, enfin, vous avez compris, d'investir, de prendre vos services, etc. Ok, donc là maintenant je vais vous parler, si c'est ok pour vous, donc n'hésitez pas à poser des questions toujours. Je vais vous parler un peu du storytelling, qu'on appelle aussi le parcours du héros. Donc ça aussi c'est extrait de la présentation de Ali Lessons. Vous pouvez encore une fois avoir le détail du visual storytelling ici. Mais ça c'est un schéma qui est vraiment classique et qui a été utilisé mais je pense, des milliers de fois au cinéma pour n'importe quel récit, n'importe quelle histoire qu'on présente. Là, lui, il prenait l'exemple du petit chaperon rouge, mais c'est exactement pareil dans le Seigneur des Anneaux, je ne sais pas si vous l'avez tous vu. Il y a une situation en fait stable, on va dire, où tout se passe bien. Et là, il y a un défi, en fait, c'est Frodon qui va prendre connaissance de l'anneau, il va être attaqué dans son village, etc. La crise, ça va être qu'il va être en fuite, il va galérer, etc., jusqu'au moment où il est en plein désespoir, etc. Et ensuite, il va faire une certaine découverte qui va lui permettre de résoudre son problème. Ça va lui permettre en fait de compenser tous les problèmes qu'il a eu jusqu'à maintenant et de remonter en morale et de faire face à la situation jusqu'à arriver au retour et de transmettre son apprentissage aux autres personnes, aux personnes du village et autres. Donc Ok. voilà, je vous ai fait en très très bref le Seigneur des Anneaux. Ça pourrait être le confinement aussi. Là, tout à coup, je ne l'avais pas vu jusque-là, mais tout à coup, je me dis, ah, mais je suis en plein confinement là, en fait. C'est Ouais, en fait, exactement la même c'est ça. chose. Ouais, parce que ça aussi, ça ressemble aussi pour ceux qui connaissent à la courbe du deuil. Et c'est exactement pareil quand on fait face à un changement. Et du coup, tu parles du confinement, c'est un super bon exemple. Voilà, on a toute notre vie, chacun de tous les jours, qui est stable. Et là, boum, du jour au lendemain, on apprend qu'on doit être confiné chez nous. Et donc là, au final, ça va être un peu dur, mais on prend sur soi. Plus ça avance, plus c'est compliqué. Et on arrive au fond du trou, on est désespéré de plus voir personne, etc. Jusqu'au jour où on se met à la méditation, par exemple. Je prends un exemple comme ça, et là, on apprend à se redécouvrir soi-même, à explorer, au lieu d'explorer le monde extérieur, on explore notre monde intérieur, pour faire voilà, une petite phrase comme ça. Et en fait, c'est là qu'on va la remonter, on va apprendre un certain nombre de choses sur nous-mêmes qui vont nous faire relativiser la situation, jusqu'à qu'on arrive à l'accepter pleinement et qu'on puisse en fait transmettre tout ce qu'on a appris à d'autres personnes qui se sentent mal. Et donc après, on va devenir du coup formateur ou comment dire, je sais pas comment c'est le terme, mais prof de méditation ou quoi, pour transmettre en fait tous les bienfaits de la méditation à d'autres personnes. Voilà. Et donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que à travers ce schéma du drama, comme il dit, ou du parcours du héros, c'est qu'en fait, on fait toujours face à un ennemi qui est soit visible, soit invisible. Là, par rapport au confinement, notre ennemi, c'est le coronavirus, par exemple. Dans le cas du Seigneur des Anneaux, l'ennemi, je sais pas, Sauron ou autre, voilà, ou quand on a, par exemple, ça me fait penser à une start-up, j'ai plus le nom en tête, mais c'est aux États-Unis, un mec, sa mère a travaillé chez McDo toute sa vie, dans des conditions déplorables, il la voyait se tuer au travail, etc. Et lui, il a décidé de créer une start-up pour tuer McDonald's. Je ne sais pas ce que j'ai dit au début. Pour tuer McDonald's, en fait, en créant un système qui permet une machine, en fait, qui fabrique des hamburgers mieux que n'importe quel chef à ingrédients égaux le ferait, quoi.
Et donc ça, en fait, c'est une startup qui aujourd'hui vaut plus de 500 millions d'euros, etc. McDonald's a essayé de lui racheter, et lui, il a dit non, parce qu'en fait, lui, sa vision, ce qui le motive à se lever le matin tous les jours, c'est de tuer McDonald's, parce que, en fait, c'est cette entreprise qui a fait galérer sa mère toute sa vie. Donc, en fait, lui, il a un problème très personnel avec eux à régler, et c'est pas une question d'argent, en fait, la raison pour laquelle il fait son projet. Donc, si je vous refais en très bref la courbe ici, sa situation normale, c'était il vivait avec sa mère très bien, jusqu'au jour où il a vu que sa mère euh, il voyait les conditions de santé de sa mère se dégrader chaque jour. Ça l'a peut-être rendu très mal, ça l'a déprimé, etc. Il se sentait mal pour elle, jusqu'au jour où il a décidé d'affronter le problème et de faire en sorte que plus aucune mère n'ait à vivre ça. Et donc, il a créé sa start-up. Il a essayé de la faire développer jusqu'à qu'elle devienne la référence au-dessus de McDonald's. Et donc, lui, enfin, voilà, peut-être qu'il n'en est pas encore à l'étape de l'apprentissage, mais en tout cas, il est dans ce chemin de la montée. Et ça vous illustre bien, en fait, que l'adversaire que vous combattez, ça peut très bien être quelque chose de physique ou comment dire, conceptuel, quoi. Et enfin, voilà. Si je vous prends mon exemple aussi, je vous en parlerai un peu après avec mon exemple perso. Si c'est sur la gestion de conflits, moi l'exemple que je prends, c'est que mon ennemi imaginaire quelque part, c'était le fait de pas réussir, vu que j'ai travaillé comme manager en fait sur des projets. J'explique que c'était difficile pour moi en fait de donner du feedback négatif à des collègues ou des collaborateurs, et parce qu'en fait j'ai pris conscience que j'avais peur en fait de les blesser ou qu'ils se sentent mal ou que ça détruise un peu notre relation si jamais je leur faisais un feedback négatif. Donc en fait, mon ennemi personnel, c'était ma croyance limitante quelque part, qui me donnait un message qui m'empêchait en fait de passer à l'action sur ce point précis. Et c'est ça que j'ai. Donc ça, c'était ma crise. Voilà, la pire situation possible, c'était qu'au final, je me retrouvais, par exemple, on va dire, dans des situations où on a atteint des points de non-retour parce qu'il y a tellement de rancœur accumulée que ça ruine la collaboration. Et ma découverte, ça a été le concept d'intelligence émotionnelle qui m'a appris à mieux gérer mes émotions et à faire en sorte que ce soit plus un problème et que ça m'aide à passer à l'action même quand c'est difficile pour moi. Et donc ça, en fait, c'est mon retour et mon apprentissage, c'est mon expertise en intelligence émotionnelle, et c'est ça que je veux aider d'autres personnes à accomplir, en fait, en les aidant à reprendre contrôle sur les émotions qui les empêchent de passer à l'action, etc. Donc là, en fait, l'ennemi, il était juste dans ma tête, en fait. Pour vous dire à quel point votre ennemi auquel vous faites face, il peut vraiment être de toutes sortes, quoi. Et donc après, c'est à vous de faire preuve d'imagination. Ça peut être si vous faites vous proposez comment dire, des activités de divertissement ou autre. Ça peut être votre ennemi que voilà, quand on est jeune et qu'on habite dans telle ville ou telle région, c'est compliqué de faire autre chose que le train-train quotidien, et que voilà, vous, votre mission, c'est de rendre accessible la culture, le divertissement à un maximum de monde qui en sont pas, qui n'ont pas accès, en fait. Voilà, pour vous dire, ça peut vraiment être de toutes sortes, quoi. Donc j'espère que ça vous illustre bien cette idée du parcours du héros, qui est vraiment en fait la base. Enfin, ça fait des années que tout le monde l'utilise. Et d'ailleurs, vous verrez, enfin, dans toutes les publicités, ou la plupart des publicités que vous pouvez trouver sur Facebook ou autre, vous écoutez un peu la personne, elle va souvent vous faire structurer en fait son argumentation avec le parcours du héros. Et vous verrez que même dans les vidéos YouTube qui vous apportent des conseils pour régler un problème, c'est à peu près toujours le même schéma, c'est toujours cette façon-là de passer de la crise à l'apprentissage et la transmission. Donc voilà, juste pour info. Donc ça, voilà, si c'est pas très clair pour vous ou autre, ou si vous avez des questions sur comment l'adapter à votre projet, on peut en discuter à la fin si vous voulez. Et en attendant, je vais vous montrer quelques exemples en fait, du pitch de 20 secondes pour vous montrer comment on peut passer d'une présentation lambda à quelque chose de bien plus impactant et unique, on va dire. Donc, par exemple, si vous, votre projet, c'est de vendre des produits bio,
Si quelqu'un vous demande « Ah, mais qu'est-ce que tu fais toi dans la vie ?» Ben voilà, j'ai une boutique en ligne, je vends des produits bio. Ce que vous pouvez essayer de faire pour le traduire, c'est que vous proposez aux personnes engagées sur les questions environnementales des solutions alternatives pour réduire significativement l'impact écologique de leur consommation grâce à votre sélection de produits bio. Donc là, il sait concrètement pourquoi vous faites votre projet, pourquoi ça vous tient à cœur, etc. Qu'est-ce que ça leur permettra de faire, d'acheter vos produits bio? C'est de réduire l'impact environnemental. Et après, libre à eux de creuser pour savoir « Ah, mais qu'est-ce que tu proposes comme produit, etc. » Et de développer un peu plus, de continuer à les convaincre sur cet intérêt de réduire votre impact, l'impact environnemental, et à la fin de donner des solutions en fait, pour y arriver via vos produits. Si vous avez un service de création de site web, dans ce cas-là, vous pouvez dire que vous pouvez dire « J'aide les commerçants de quartier à être visibles sur Internet pour survivre à la crise économique grâce à mon service de création de site web. » Et vous voyez qu'en fait, vous démontrez rien qu'en quelques mots à quel point c'est essentiel que les commerçants aient un site Internet. C'est pour survivre à la crise économique, quoi. C'est-à-dire, vous sous-entendez que s'ils n'ont pas ça, ils vont mourir, quoi. Donc en fait, en quelques mots, vous voyez à quel point ça peut avoir un impact sur les personnes qui sont ciblées, quoi. Et donc là, c'est mon exemple perso. Ce serait, au lieu de dire que voilà, je suis coach en gestion des émotions, ce serait de dire que j'aide les leaders à utiliser leurs émotions comme levier de performance pour éviter les conflits et engager leur équipe grâce à mon programme d'accompagnement sur 12 semaines. Donc là, en fait, déjà, je leur fais une prise de conscience sur le fait qu'ils voient peut-être leurs émotions comme quelque chose qui les freine, etc. C'est déjà les faire changer de paradigme en leur disant que les émotions, ça peut être un levier de performance et que ça peut leur permettre d'éviter les conflits dans leur équipe, d'éviter que les personnes se démotivent. Et comment? Ils ont déjà une première idée, c'est parce que c'est en faisant des accompagnements sur 12 semaines. Ils ne savent pas ce que ce sera, si ce sera des formations en présentiel, du coaching, un groupe d'entraide, peu importe. Mais en tout cas, ça leur donne une première idée, s'ils se sentent concernés, de savoir ce que je fais, si ça peut les aider. Je ne sais pas si tu as des remarques, Nathalie, c'est OK pour toi? Je trouve ça super, ces exemples. Ça donne, et en plus, c'est vrai, tu te dis que ça donne quand même plus envie, c'est plus concret. Ouais, ça donne envie, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois, ça n'a pas besoin d'être long, en fait, pour accrocher l'attention. Et comme je vous disais, si vous voulez faire la version un peu plus brève de ces propositions-là, pour le premier, ça peut être, je propose aux personnes engagées sur les questions environnementales des solutions alternatives pour réduire leur impact écologique. Voilà, ou encore un peu plus simplifier cette phrase-là pour que ce soit le plus compact possible. Pour la deuxième, ça peut être que vous aidez les commerçants de quartier à être visibles sur Internet pour survivre à la crise éventuellement. Et dans mon cas, ça peut être que j'aide les leaders à utiliser leurs émotions comme levier de performance, et tout simplement, quoi. Et si jamais vous avez un peu plus de temps pour vous présenter, que voilà, ça se prête un peu mieux, vous pouvez utiliser la phrase complète qui sera encore plus impactante, encore plus, qui sera bien plus précise, etc. Mais ça vous donne un peu une variante pour encore moduler ce pitch de 20 secondes. Voilà, donc par rapport au pitch de 20 secondes, donc je vais vous donner mon exemple perso. Là, j'en ai fait qu'un cette fois-ci, mais le but, c'est qu'on le décortique un peu ensemble. Donc, on va s'imaginer que j'ai fait cette présentation-là. J'aide les leaders à utiliser leurs émotions comme levier de performance pour éviter les conflits et engager leur équipe grâce à mon programme d'accompagnement sur 12 semaines. La personne me demande « Ah, mais qu'est-ce que tu fais exactement? En quoi ça consiste ?» Là, je peux lui demander « Est-ce que tu as 1 ou 2 minutes devant toi ?» Donc oui. Et là, je peux lui dire « Alors, tu vois, quand je travaillais comme responsable de projet, je me suis rendu compte que j'avais tendance à intérioriser ce qui ne me convenait pas et j'avais du mal à confronter mon équipe pour leur faire part de mes ressentis ou pour donner un feedback négatif quand c'était nécessaire. Et quelque part, j'avais peur de blesser ou de braquer l'autre en lui disant ce que je pensais. Le problème, c'est que, comme tu le sais, plus on garde les choses pour soi, plus il est dur de garder son calme la fois d'après, et la situation finit par devenir intenable. Pendant cette période, j'ai découvert le concept d'intelligence émotionnelle, et ça a radicalement changé mon attitude et mon état d'esprit.
Aujourd'hui, je me sens bien plus à l'aise pour dire ce que je pense tout en restant dans une discussion constructive. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard si les études ont montré que 90% des leaders les plus performants ont une intelligence émotionnelle hors du commun. Et concrètement, en fait, pour développer son intelligence émotionnelle, il y a 3 grandes clés que tu dois connaître. La première, c'est d'apprendre à vraiment reconnaître et comprendre tes propres déclencheurs émotionnels. La deuxième, c'est de connaître et pratiquer quelques techniques simples pour réguler tes émotions négatives. Et la troisième, c'est d'élever ton niveau de conscience pour adapter ton attitude aux besoins des autres. Et là, en fait, tu vois, après avoir dit ça, du coup, j'ai simplement à attendre quelques secondes, voir ce que la personne me dit, si ça l'intéresse, si ça lui parle, si ça résonne chez elle. Et si jamais elle veut en savoir plus, qui me dit « Ah, mais qu'est-ce que tu fais du coup, etc. Comment ça se passe pour démarrer ensemble ?» Et là, je peux lui dire « Écoute, ce que je te propose pour pas que ça nous prenne trop de temps et qu'on soit un peu plus à l'aise pour en parler, on peut se planifier un rendez-vous, disons d'une demi-heure la semaine prochaine. Comme ça, on voit par rapport à la situation si ça a du sens et on voit s'il y a intérêt à ce qu'on travaille ensemble. » Et dans ce cas-là, je lui propose de planifier sur le moment un rendez-vous de 30 minutes et voilà, quoi, c'est réglé. Et en fait, l'idée, c'est de garder en fait un certain niveau de curiosité de la personne pour pas lui donner toutes les infos, le prix, etc. Alors qu'au final, on n'a pas eu le temps de creuser à quel point c'était un besoin pour elle. Et, euh, et voilà, en fait, le fait qu'il y ait encore un peu de curiosité, c'est ça qui va faire qu'elle va avoir envie de prendre le rendez-vous pour en savoir plus sur ma méthode, mon approche, comment ça se passe et tout. Donc voilà, ça c'est pour mon pitch. Donc ça Et là, fait pas mal. ouais, du coup, ce pitch, tu l'as écrit vraiment pour tes clients parce que j'imagine, enfin, en fonction de ta cible, la fin, tu l'adaptes, quoi. Ouais, en fait, c'est moi, en fait, concrètement, je m'adresse aux Scrum Master, comme je disais l'autre fois, pour ceux qui étaient là à la formation, qui sont en fait des leaders qui ont un rôle de servant leader. En fait, c'est des facilitateurs au service de l'équipe. Et je m'adresse aussi, en fait, d'une certaine façon, aux dirigeants de TPE qui ont souvent un cofondateur et avec qui il peut y avoir des tensions qui apparaissent sur le long terme. Donc, mon but, c'est de les aider à garder une bonne dynamique entre eux, de rester alignés sur leur projet et voilà, d'éviter les clashs, en fait, tout simplement. Mais dans les deux cas, en fait, c'est des personnes que j'identifie comme leaders d'une certaine façon parce qu'en fait, ils amènent un changement positif au monde. C'est un peu ça ma définition, ma vision. Et voilà, quoi. Et donc après, pour toi, c'est à quel niveau qu'il fallait adapter par rapport à ça? Bah, j'imagine que dans ton premièrement, deuxièmement, troisièmement, tu tiens bien compte de ton public cible, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais là, en fait, là, je suis vraiment axé gestion de conflit. Et pour moi, en fait, une des choses qui pose le plus problème, c'est les déclencheurs émotionnels. Après, si je m'adresse à une personne en face de moi, je me dis que ça va être plus le passage à l'action qui va lui poser problème. Bien sûr, je peux adapter euh, une partie du storytelling est encore compatible. Je peux un petit peu l'adapter en disant que ça m'empêchait de passer à l'action sur les choses importantes, etc. Ça m'empêchait de passer les étapes dans mon business. Et du coup, adapter ici les 3 clés à connaître pour développer son intelligence émotionnelle, parce que ça fait plus sens pour elle sur ce qu'elle vit actuellement, quoi. Et si ton, je veux dire, si ton public cible maintenant c'était un partenaire, tu aurais gardé ce premièrement, deuxièmement, troisièmement? Euh, alors en fait, si c'était un partenaire que je cherche, je pourrais. C'est vrai que je ne me suis pas posé la question de ça parce que moi, c'est pas trop ma démarche. Mais oui, à mon avis, il faudrait l'adapter dans tous les cas. Euh, Ce serait peut-être plus en partageant ma vision sur. Déjà, à mon avis, j'aurais fait le storytelling un peu différemment. J'aurais expliqué pourquoi, pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est essentiel que ce soit diffusé, que des personnes soient accompagnées là-dessus. Et que voilà, en fait, pour moi, la solution, c'est de créer des partenariats et d'essayer de se faire connaître, etc., porter ce message-là dans différentes organisations ou quoi. Et ça, j'aurais essayé de le retranscrire dans les 3 étapes, en fait. Mm. Pour moi, les prochaines étapes pour essayer
faire en sorte qu'un maximum de monde puisse développer son intelligence émotionnelle, ce serait étape 1, voilà, de réunir des experts du domaine pour se mettre d'accord sur des méthodes et prouver qu'ils fonctionnent. Étape 2, ce serait commencer à constituer un réseau qui s'entraide, qui travaille en commun sur ces choses-là. Et troisièmement, voilà, démarcher des entreprises pour se faire connaître, avoir un impact vu qu'on est un groupe, tu vois. Et enfin, c'est juste un exemple que je fais comme ça au feeling. Oui, mais Mais tu vois, l'idée, c'est, j'aurais pas du tout créé le message de la même façon parce que en face de moi, j'aurais pas eu quelqu'un qui a du mal à gérer les conflits. J'aurais un autre professionnel qui fait la même chose que moi. J'ai pas besoin de le convaincre que l'intelligence émotionnelle, c'est la solution. C'est plutôt essayer de le convaincre que c'est intéressant pour lui de s'associer avec d'autres personnes, dont moi, tu vois, s'il faut. ouais. C'est ça l'idée, quoi. Et ça, en fait, oui, comme je disais, je peux très bien avoir un pitch pour chaque situation. Et quand je demande à la personne, je peux très bien démarrer en disant oui, bonjour Sébastien, j'ai les leaders utiliser leurs émotions comme levier de performance. Et vous, vous êtes, etc. Je laisse se présenter. Et s'il me dit que lui aussi, il est coach, qu'il fait lui aussi des formations dans la même thématique, je peux lui demander ah, mais c'est intéressant, du coup, qu'est-ce que tu fais? Je le laisse pitcher son truc. Et quand il me demande à moi, c'est là que je lui fais mon pitch que je viens de dire un peu intuitivement, là, en lui faisant prendre conscience que c'est intéressant pour lui qu'on s'associe. Ouais. Avec un call to action qui serait même chose, à mon avis, de prendre un rendez-vous la semaine prochaine pour discuter de comment on peut démarrer là-dessus, quelles idées il a, etc. Ce serait ça un peu l'idée. Ok, donc maintenant, en fait, ce que je vous propose, c'est de un peu déconstruire en fait ce pitch de 90 secondes et que je vous explique comment je l'ai structuré, quels sont les ingrédients que j'ai mis par rapport à tout ce qu'on a vu. Donc par rapport aux 3 sauts, en fait, là, vous le voyez bien, juste par rapport à ici, intuitivement. Le sujet, en fait, c'est la gestion de conflits et le fait que l'intelligence émotionnelle est essentielle pour régler ce problème. Le moi, en fait, c'est ce que je partage, c'est le parcours que j'ai vécu, ce que je faisais avant, quelles situations j'ai traversées qui m'ont posé problème et comment j'ai réussi à en sortir. Et mon client, en fait, même s'il est sous-entendu, c'est une personne qui était comme moi avant, en fait. Et donc, concrètement, c'est un leader, comme je disais, qui doit accompagner ses équipes, etc. Et donc, c'est à lui de voir s'il s'identifie dans ce rôle ou pas. Par rapport du coup aux autres éléments, les aspects émotionnels, rationnels, factuels et les morceaux de phrases que je vous ai montrés, c'est ça qu'en fait je vais vous expliquer maintenant. Donc il y a bien sûr au début je demande si la personne a 1 ou 2 minutes pour que je lui fasse ma présentation. Ensuite, donc par rapport à la première phrase, je vais la relire comme ça, c'est plus frais. C'est, tu vois, quand je travaillais comme responsable de projet, je me suis rendu compte que j'avais tendance à intérioriser ce qui ne me convenait pas et j'avais du mal à confronter mon équipe pour leur faire part de mes ressentis ou pour donner un feedback négatif quand c'était nécessaire. Et quelque part, j'avais peur de blesser ou de braquer l'autre personne en lui disant ce que je pensais. Donc là, en fait, je joue à fond sur l'aspect émotionnel. Je mets le fait d'intérioriser, que j'avais du mal à confronter mon équipe. Là, on sent que voilà, je ne me sentais pas à l'aise par rapport à ça. Qu'est-ce qui se cachait derrière? C'est que j'avais peur de blesser ou de braquer l'autre personne en lui disant mon ressenti. Donc là, la personne, si elle vit exactement cette même situation aujourd'hui, elle va se dire « Ah, mais c'est de moi qui parle » et du coup, ça va garder l'attention à fond. Deuxièmement, pour la phrase d'après, je dis « Le problème, c'est que comme tu le sais », donc là, j'utilise la méthode un peu du dicton ou de l'adage ou de dire « tout le monde sait que ». Plus on garde les choses pour soi, plus il est dur de garder son calme la fois d'après. Donc ça, c'est simplement du bon sens en fait. Je pense que la plupart des gens sont d'accord pour dire que c'est vrai. Enfin, je viens de refaire le truc du coup. Mais voilà, du coup, dire que la situation finit par devenir intenable. Donc là, je remets un mot fort exprès qui est refait jouer sur l'émotionnel. Donc là, on a vu émotionnel, rationnel. Et en fait, j'enfonce le clou quelque part. Voilà, là, j'explique un peu la solution que j'ai trouvée pour me sortir de ça. Et je mets un argument supplémentaire en disant, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard
si des études ont montré que 90% des leaders les plus performants ont une intelligence émotionnelle hors du commun. Donc là, en fait, je me base sur des études sans les citer forcément, pour pas que ça alourdisse, mais dire que les personnes qui performent le plus sont des gens qui ont déjà travaillé sur l'intelligence émotionnelle, qui ont compris que c'était nécessaire. Et voilà. Et au passage, je remets cette formulation. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard-ci, qui sous-entend que c'est une évidence ou comme ça. Et voilà. Et du coup, pour terminer, pareil, j'ai fait la dernière phase de la présentation en 3 grandes clés à connaître, que j'explique avec les différentes étapes pour se sortir de cette situation en développant son intelligence émotionnelle. Voilà, du coup, je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez des questions là-dessus. Ouais, du coup, pour faire le lien, voilà, j'ai remis cette slide-là, qui ne sera pas forcément dans la présentation que vous aurez, mais on a bien ici est-ce qu'on a 1 ou 2 minutes pour présenter les 3 leviers émotionnels, rationnels, factuels, les dictons ou adages pour appuyer ce qu'on dit. Vous avez du coup, bien sûr, le storytelling que je vous ai présenté, les chiffres, et les 3 grandes clés à connaître pour sortir de cette problématique. Voilà, donc c'est à peu près tout pour moi. Je pense qu'on est à 1h10. Et du coup, voilà, on a le temps maintenant, si vous avez des questions, si vous voulez revenir sur quelque chose. J'espère que c'était intéressant pour vous déjà, que vous avez appris des choses et que vous pensez que ça va vous servir. Tout le monde est endormi. On peut C'est remettre ça, le vous micro. avez hypnotisé. Ouais. Remettez vos micros. Je crois que ça va être mieux comme ça. Moi, j'ai une petite question, en fait, Ouais. qui n'est pas directement sur le pitch en lui-même. Enfin, si, en fait. Mhm. Pour commencer dans un projet, on n'a pas envie de trop en dire parce qu'on n'a pas envie, allez, soit on oublie l'idée, soit que ça suscite un peu peut-être une mauvaise curiosité. Comment est-ce quel serait ton conseil pour pouvoir en dire sans trop en dire? Alors moi, je te dirais, de mon point de vue, que c'est une mauvaise question que tu poses, quelque part. Tu peux, dis-moi. Parce que, par exemple, tu vois, imagine, moi, j'ai mon projet déjà, je fais déjà mon truc, mon activité de coaching et tout, et j'entends que toi, tu as une super idée. Est-ce que tu penses que je vais vraiment plaquer tout ce que je fais pour te piquer ton idée sur laquelle tu es peut-être déjà bien plus avancé que moi et qui te parle beaucoup plus parce que tu as ton vécu, tu as ton expérience qui va faire de base que ton approche sera unique. Donc même dans le pire des cas, on va dire le scénario où je te vole ton idée, je fais la même chose que toi, même si on a nos 2 projets qui se montent en parallèle, mais on n'aura pas la même façon de le présenter quelque part. Tu vois. Donc tu auras ta différence que tu pourras faire à ton niveau par rapport à ton histoire, etc. Okay. Donc, tu conseilles vraiment pas mettre de barrière à ce niveau-là au début? En plus, a priori, tu n'as rien inventé et tu vas le faire autrement. Ouais, non, ça c'est sûr. Mais on ne sait jamais quand on précise un peu trop le projet. En général, mais c'est la crainte que tout le monde a, ou la plupart d'entre vous avez, et c'est légitime d'une certaine manière. Mais en fait, tu n'as rien inventé, tu ne vas rien inventer, mais tu vas améliorer, tu vas le faire à ta manière. Et donc, voilà. Et en plus, au plus tu en parles, au plus tu vas apprendre en parlant. Ça va te permettre de préciser. Donc, au plus tu en parles, au mieux c'est, en fait. Parce qu'aussi, ce qui marche beaucoup, c'est le bouche à oreille, les contacts, le réseau. Et si tu n'en parles pas, tu n'actives pas le bouche à oreille et donc ça, c'est vrai. Tu n'avances pas. Content d'avoir posé la question, en fait. Personne d'autre. D'autres questions? Sébastien, c'est super clair apparemment. Oui. Ouais. Moi, j'ai quelques questions qui sont un peu spécifiques par rapport à mon projet, quoi. Donc, je ne sais pas si je peux le poser ici, si je peux prendre le temps de. Ouais, vas-y, n'hésite pas. Donc, déjà, par rapport au storytelling, ouais, donc 2 choses. Moi, comme mon projet a 2 pans assez distincts, même si ça se rejoint au final, je suppose que dans ce cas-là, tu crées 2 pitchs que tu adaptes en fonction de la personne à laquelle tu vas avoir affaire. Donc ça, je suppose que c'est normal. Mais par rapport au storytelling,
Je pensais surtout ici en fait au coaching, hein, parce qu'au niveau du yoga, bah, ça s'applique moins le fait du pitch quand même. Mais pour le storytelling, où là, pour le coaching, là où il y a un suivi et où la personne s'engage sur un certain laps de temps, le fait en fait, donc moi le storytelling, ça me parle beaucoup parce que c'est vraiment ce qui m'a amené là et je pense que ça touche les gens et que donc ça va attirer leur attention et voir la différence et voir ma motivation derrière. Mais par ailleurs, je me dis, surtout dans le cadre du coaching personnel, quoi. Donc, donc vraiment, moi, je m'adresse de point particulier. Ouais. Et là, donc j'ai appris dans ma formation qu'il fallait vraiment pas, qu'il fallait pas trop parler de soi et qu'il fallait vraiment, comment dire, pas trop imposer sa vision des choses à l'autre et ne pas trop. Et donc, je suis un peu perdue par rapport à ça. Ouais, en fait, déjà, premier point, pour moi, le yoga, tu peux très bien avoir un pitch dessus en jouant sur le fait de se sentir en forme, d'avoir un bon équilibre émotionnel, etc. D'avoir une activité qui te reconnecte à toi, etc. Donc, tu as moyen aussi de construire autour de ça pour des personnes qui sont inactives et qui se sentent stressées au quotidien. Ouais, ouais. Et par rapport à ce que tu me disais, par rapport au coaching, en fait, pour moi, dans le coaching, tu as les puristes et ceux qui ont des clients, tu vois. Enfin, tu as les deux différents pour moi et c'est... Oui, je me pose beaucoup la question en étudiant. En fait, c'est bien que tu mettes cet aspect-là parce que oui, en étudiant toutes ces règles, je me dis que ça va un peu contre mon naturel, Ouais. ma personnalité et je me dis qu'au final, alors tous les coachs seraient un peu les mêmes, quoi, et des robots, voilà. Ouais, en Donc, fait, on te dit le coaching pur, tu vois, c'est qu'en gros, ouais, tu as la personne qui vient à toi parce qu'elle a un problème et toi, tu fais simplement l'effet miroir sans ouais, prendre parti, sans orienter les décisions, etc. ouais. Et sauf que la réalité, c'est que souvent, tu as des personnes qui viennent te voir, elles ont des problèmes qui sont urgents à résoudre. Mhm. Et si toi, tu es juste là à les faire se questionner, etc., ça va peut-être pas leur apporter les réponses qu'elles venaient chercher. Donc pour moi, c'est un peu un juste milieu à trouver entre un apport de connaissances, tu vois, éveiller la conscience avec des concepts que peut-être la personne ne connaissait pas. Et à partir de là, tu t'en sers comme base de réflexion pour elle. Et, ok, maintenant que tu sais ça, qu'est-ce que tu peux faire, tu vois. Ouais, C'est donc un peu... l'important, c'est d'être vrai, quoi, de rester fidèle à Ouais, soi. d'office. Et C'est vraiment puis, ça. en fait, c'est aussi Dire que... la vérité, Ouais, 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 ta vérité, tu vois. la sincérité. Être Parce sincère. que... ouais, ouais, ouais. Puis de base, même si tu es coach, en fait, tu restes humaine, donc tu peux pas avoir la vérité absolue. Et on va dire chaque personne a sa vision du monde, même si, en fait, rien que dans ta façon de poser des questions dans le coaching, tu vas mettre un peu ta personnalité, tu vois, quelque part, même si tu essaies de rester un maximum impartial. Il y a peut-être Mm. des choses que tu vas laisser passer parce que pour toi, c'est de l'ordre du normal, qui ne seront pas normales pour moi, tu vois, si la même personne me le dit, donc je ne vais pas poser les mêmes questions que toi, je ne vais pas m'arrêter sur les mêmes points. Je ne sais pas si ça te parle un peu, ça, mais Si, ouais. Mais déjà, c'est bien que j'ai posé la question, en fait, parce que c'est vrai que c'était quelque chose voilà, je me questionnais un peu par rapport à ça, au fait hmm. d'être. Et aussi, un dernier point qui, à mon avis, qui est super important, c'est que Ouais. quand tu es coach, en fait, tu attires quelque part, même si ce n'est pas le but, mais des personnes qui te ressemblent, qui vont s'identifier à toi, ton parcours. Même si ton rôle à toi, après, c'est de ne pas généraliser ton problème et les solutions que tu as trouvées à leurs problèmes à eux. Ton rôle de coach, quelque part, c'est d'avoir dans ton éventail plein de techniques qui vont s'adapter à la situation, à la réalité de la personne qui va venir à toi, même si au final, elle a cru se reconnaître dans ton parcours et que quelque part, tu vois, elle a un peu fait des raccourcis. C'est à toi, en fait, de l'aider à se poser les bonnes questions et pas faire une fixation sur le problème qu'elle a cru identifier, tu vois, elle-même, de cette s'auto-diagnostiquer, tu vois. Je sais pas si c'est clair, mais donc voilà, enfin, Si, ça, tu le ouais, verras ouais. bien. Je pense pendant ta formation, tu auras plein d'outils différents qui vont aider Mm. la personne au final à trouver ses solutions, etc. Mais c'est pas mal en fait. En même temps, je pense que c'est même bien d'avoir des opinions tranchées parce que tu as plein de façons de faire du coaching. Tu as plein d'approches. Tu en as qui sont super bienveillantes, tu en as qui vont être bienveillants mais très directs, tu vois, qui vont pas oser à te dire que voilà, les questions que tu te poses, c'est de la merde et qu'il faut que tu te mettes un coup de pied au cul pour avancer, tu vois, j'en sais rien.
Il y a des T'as- coachs t'as- qui parlent comme ça. Ah, mais oui, bien sûr. Hein. T'en as Parfois, ça plein. fait du bien aux gens. Tout le monde, c'est vrai que tout le monde a besoin de quelque chose de différent. C'est ça, tu vois, et ça dépend un peu de ton style. Les Ouais, gens qui ont besoin ok. de quelque chose plus soft, ils vont pas aller voir. Moi, je pense à un mec concrètement qui est américain, qui est coach business, et lui, en gros, il te dit que voilà, tant que ton business, tu gagnes pas 10 000 euros par mois, ben, c'est pas un business, quoi. Tu fais n'importe quoi. Donc, abaisse ton ego, et mets-toi des coups de pied au cul et viens, et je vais te montrer comment on fait un business, tu vois. Et il travaille un peu en mode coaching, tu vois. Donc, ça rejoint un peu ce que tu disais avec le fait d'avoir vraiment un public cible, quitte à. Mais c'est vrai enfin, je trouve qu'on a un peu cette peur à être trop ciblé, mais ouais. C'est hyper important. Ok. Pour tous ceux qui sont, enfin, voilà, qui viennent d'arriver dans le programme, franchement, allez voir tout ce que Sébastien fait sur le positionnement. C'est super intéressant. Ouais, ça vous aidera bien. Et puis en plus, toi, je voyais passer les mails vite fait. Tu es sur le live coaching. Live coaching, ça veut tout et rien dire, tu vois. En fait, c'est bon, pour le moment, tu vois, tu démarres ta formation et tout. Enfin, je Non, sais mais pas en où fait, t'en es oui, je sais exactement. vraiment ce que je veux. C'est très, très spécifique. Et donc, j'avais peur que ce soit trop spécifique. Mais en voyant tout ça, je me dis qu'il faut être soi. Et non, c'est très spécifique ce que je veux. Mais peut-être que, voilà, enfin, je sais pas si vous connaissez David Laroche, par exemple, des gens comme ça qui font du développement personnel. Ils n'ont pas démarré en parlant de confiance en soi au sens large. Ou même Tony Robbins, qui est super connu, je sais Ouais, pas ouais, si, ouais. voilà. Oui, bien sûr. Lui, il a commencé en aidant les gens à arrêter de fumer, en fait. Mm. Et ça, c'est coaching. Et après, vu qu'il a commencé à se faire connaître, il a été recommandé à d'autres qui lui ont fait ouvrir ses offres et faire quelque chose de plus high level, tu vois, plus Mm. une approche plus globale et moins spécifique parce qu'il touche un marché plus grand. Mais quand on démarre un projet, on a tout intérêt à être spécifique sur un problème en particulier, quitte à élargir plus tard, quoi. Mhm. Ouais, j'espère que ça te répond un peu. Oui, oui, non, mais j'avais peur en fait vraiment d'être trop spécifique parce que moi, c'est vraiment par rapport au yoga et par rapport à. Voilà, ça concernera un public très restreint parce que c'est par rapport à toute une démarche spirituelle et donc Hmm. c'est l'utilisation de techniques qui en fait, au final, c'est pas vraiment. Enfin, c'est du life coaching, mais dans une branche spécifique, quoi. Et j'avais peur que du Ouais. coup, j'avais peur d'être trop restreinte et voilà. Ouais. La seule question que tu dois te poser, c'est à ton avis, à la louche comme ça, combien de personnes pourraient être intéressées par ce que tu fais? Tu vois, si c'est un truc beaucoup trop restreint, qu'il n'y a que 100 personnes en francophonie, tu vois, Mhm. c'est tendu quand même de faire un business là-dessus. Mhm. Et dès le moment où tu en as quelques milliers, voire dizaines de milliers, tu vois, c'est déjà quelque chose où tu peux créer une petite communauté qui permettra d'avoir une activité, tu vois, quitte à élargir un peu plus après. En fait, c'est important d'évaluer ça et concrètement, il y a des méthodes toutes simples. C'est soit via la publicité Facebook, tu peux, si c'est par critères démographiques ou centre d'intérêt, tu vois, s'il y a des pages Facebook avec des gens qui s'intéressent à ce que tu fais, ça te donne déjà une idée de ta cible, de la taille de ton marché, tu vois. Ça peut être aussi quand tu regardes sur YouTube, tu tapes des mots-clés de sujets que toi tu veux aborder. Si tu vois Mhm. qu'il y a des vidéos qui ont 50 000 vues ou j'en sais rien, c'est déjà bon signe, tu vois. Mhm. Et voilà. Enfin, ça donne déjà quelques Ouais, indications comme ça. merci. Ouais, de rien. Alors, est-ce que d'autres ont des questions à poser? Moi, j'en aurais une dernière, mais sur Promotion, sur l'accompagnement que vous offrez, en fait. Oui. Il y a peut-être d'autres questions sur le pitch, je vais attendre. Ah, bon, on n'a pas l'air, on ne dirait pas. Donc, en fait, moi, j'avais pas tout à fait compris jusqu'ici que vous faisiez vraiment un accompagnement en fait, des jeunes dans leur démarche pour créer Oui. une entreprise. Et je voulais savoir en fait quelles sont un peu les étapes. Et enfin, on va reprendre contact avec vous à côté, mais de manière générale, avec pitcher son projet qui est déjà une première pierre, c'est bien. Quelles sont un peu les étapes que vous proposez en 3 semaines? En fait, c'est pas en 3 semaines. Sébastien a pris un exemple en 3 semaines. Ah ouais. Donc, alors, il y a beaucoup de structures qui accompagnent les porteurs de projets aujourd'hui. Oui. Notre spécificité, c'est qu'on va être plus individualisé et plus en fonction de vos besoins. Et que, par exemple, les ateliers là qu'on a planifiés, c'était sur base de besoins qui émergeaient des candidats qui s'inscrivaient. Mhm. Et donc, tu peux nous proposer
des thématiques et on va planifier des ateliers. Alors, normalement, c'était des ateliers où on se rencontrait tous ensemble, histoire de réseauter aussi. Et on n'était pas un grand groupe, on était 12. Là, comme c'est plus possible avec le confinement, ben, on le fait en ligne. Et donc, ça a commencé il y a quelques semaines. Il y avait on avait laissé un long temps pour que vous puissiez travailler. On savait que le rythme était ralenti, donc sur le positionnement, le public cible, à qui on s'adresse et tout ça. Et Sarah, qui est là, avait commencé. Et puis maintenant, on a le pitch, et puis il y en a d'autres qui sont programmés jusqu'en juin. Mais si tu veux, après, nous aussi, on va se mettre à ton rythme. Parce qu'on a des porteurs de projets qui travaillent, qui sont étudiants, et donc, ce n'est pas toujours leur priorité. Et donc, on va vraiment se mettre à ton rythme et en fonction de tes besoins. Donc, tu viens, tu assistes au webinaire qui t'intéresse, dont tu as besoin. Tu peux les voir en replay si tu n'es pas disponible ce soir-là. Et voilà, on va t'accompagner un peu à la carte, je vais dire. Il y a un programme de webinaire qui a été planifié et qui correspond a priori à tous les besoins d'un projet et des porteurs. Et puis d'autres choses vont se planifier, mais on n'a pas encore décidé après juin. On va voir un peu comment ça fonctionne. Et puis en parallèle, on le fait en individuel avec toi. Ça, concrètement, si tu as envie, tu peux nous envoyer un mail pour qu'on planifie un rendez-vous, tu vois, une session 1 heure et quelques, comme ça, pour voir pour votre projet en particulier, où est-ce que vous en êtes, et voir ensemble quelles sont vos prochaines étapes et vous accompagner, tu vois. En fait, c'est là que c'est super flexible. C'est que si tu as du temps à investir dessus, que tu vas aller vite, les séances peuvent être un peu plus rapprochées. Sinon, on peut très bien se voir, tu vois, toutes les 2 semaines, par exemple. C'est quelque chose qui se fait assez souvent. Sinon, ça peut être 1 mois si jamais tu veux plus le temps. Tu vois, c'est là où en fait on module. Et il n'y a pas de programme spécifique d'accompagnement individuel. C'est selon le besoin, tu vois. Ok, c'est chouette. Et du coup, quand à la fin de cet accompagnement, vous évaluez un peu la faisabilité du projet, vous le faites, c'est vraiment Promojeune qui donne son avis, ou vous allez déjà un peu présenter le projet ou... Alors, nous, on n'est pas là pour dire que c'est un bon ou un mauvais projet. Tous les projets sont bons. Donc, on est une organisation de jeunesse. Notre objectif, c'est de vous valoriser, de vous donner des outils et de vous mettre en réseau. Ça, c'est notre objectif. Après, voilà, on va peut-être te faire des suggestions, te donner des pistes, pour que toi, tu fasses te poser des questions qui vont te permettre de faire le tour de la question. Mais a priori, tout est bon. Nous, on ouvre les possibles, on te mettra en réseau, on verra peut-être aussi d'autres incubateurs dans lesquels tu pourrais rentrer. Voilà, d'autres labels après. On verra. On n'en a pas parlé encore avec toi maintenant, mais on prendra le temps de le faire. D'habitude, on rencontre des candidats en tête-à-tête avant de se rencontrer sur Internet. Donc voilà, on inverse un peu le système. Ouais, ça va. Mais voilà, concrètement. On prendra contact avec vous alors. Ouais, ok. Avec plaisir. Mais concrètement, on va pas te dire si ton projet il est bon ou pas bon. On va essayer justement, tu vois, t'aider à... C'était plus sur la faisabilité que sur le bon ou pas bon, qui est très subjectif d'ailleurs. Mais c'est ça. Voilà, c'est plus, voilà, vous avez un truc qui est faisable, ou plus, voilà, vous allez encore devoir travailler sur la faisabilité du projet. Enfin, déjà avoir un premier avis, quoi. Mais tu auras des feedbacks, tu auras nos feedbacks et puis des feedbacks extérieurs, puisqu'on pourra te mettre en contact avec des personnes ressources qui te donneront des feedbacks également. Ok, ça va. Bah, super. Merci beaucoup en tout cas pour la formation, pour vos réponses. Super, avec plaisir. Donc, si vous voulez, lundi prochain, à la même heure, au même endroit, avec le même lien, vous nous retrouvez, vous venez avec vos pitchs et on vous donne des feedbacks positifs et d'amélioration. Et puis, donc voilà, il suffit de recliquer sur le lien et on se retrouve même heure, même endroit lundi prochain. Pour ceux qui le désirent et qui veulent être accompagnés encore autrement, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. J'ai mis notre adresse mail dans le chat, mais donc c'est Sébastien, c'est s.lucu, @promojeune au pluriel.be, et moi c'est Nathalie, non c'est n.delaunoy, DELAUNOY, @promojeune au pluriel.be. Merci beaucoup. On a un site internet, on a des pages Facebook aussi, sur lesquelles on relaie toute une série d'informations. La page Facebook, c'est Zoom Jeune. Et donc, Zoom Jeune, c'est un programme de Promojeune ASBL. Donc, voilà, parce qu'il y a parfois confusion.
Si vous n'avez pas d'autres questions, on va vous laisser. Super. Bah, merci pour tout en tout cas. Et Oui, merci. À bientôt. courage, bon travail sur vos projets, profitez-en. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Merci, bonne soirée. À bientôt, ciao. Ciao.